C'est Abdelhamid, à toi la parole. Merci de m'avoir convié à ce top 10 des cas cliniques. Le cas que je vais vous présenter aujourd'hui est un cas sentimental pour moi parce que c'est le cas qui m'a fait virer vers l'arythmologie. À l'époque, j'étais assistant du Val-de-Grâce à l'hôpital Lavran à Marseille et où j'ai fait ma formation de cardiologie générale de 1992 à 1996. Et un jour où j'étais de garde, et on reçoit un patient qui a 18 ans, qui a ressenti des palpitations pendant une activité sportive, qui a consulté aux urgences. Le rythme, il était irrégulier, la tension artérielle était relativement basse, mais bien tolérée sur le plan clinique, il n'avait que 18 ans. Et à l'époque, on se jetait sur les patients pour faire des échographies, et on avait fait une échographie, moi et le professeur Fourcade, qui est actuellement le chef de service, il était assistant avec moi, et donc l'échographie était normale. Et voici son électrocardiogramme de surface. Cet électrocardiogramme, je peux le décrire comme une tachycardie à QRS large avec un effet accordéon. Vous n'avez pas les mêmes effets, les mêmes intervalles RR, et que devant cet électrocardiogramme, avec une échocardiographie normale, eh bien, on avait opté pour de la flécaïne, malgré que c'est une contre-indication normalement. Regardez, vous avez des QRS qui sont larges, et nous savons que plus le QRS il est large, eh bien, plus on ne doit pas donner de la flécaïne, car la flécaïne donne des blocs infraiciens. Et je vous assure que c'est ce qui s'est passé à l'époque. On avait donné une ampoule de flécaïne et juste après, voici l'électrocardiogramme avant le flécaïnide et voici l'électrocardiogramme après le flécaïnide. On devrait s'attendre à un élargissement de QRS. Eh bien, on a dévoilé une fibrillation atriale, mais avec un affinement du QRS. Et là, ce qui est beau dans cette observation, c'est qu'à l'époque, je venais à peine de commencer ma rythmologie et je n'avais pas ce raisonnement. Et c'est un cardiologue clinicien qui a attiré l'attention sur un Wolff-Parkinson-White. Il a dit que ça peut correspondre à un syndrome de Wolff-Parkinson-White. Et son explication, quelques années plus tard, j'ai essayé de la transférer sur un schéma. En effet, lorsqu'on donne du flécaïnide, on coupe la conduction sur la voie accessoire et on fait disparaître la préexcitation. Tout passe par le nœud auriculoventriculaire. Et lorsque les choses passent par le nœud auriculoventriculaire, vous avez une dépolarisation synchrone des ventricules et par conséquent des QRS fins. Une heure et demie après, eh bien, on nous appelle parce que le malade n'était pas bien, il avait une tachycardie, on a fait un électrocardiogramme et voici ce qu'on a enregistré. Une tachycardie avec AQRS fin, on a rappelé le senior et il nous a dit de faire de la striadine, c'est très probablement une tachycardie orthodromique, c'est-à-dire qui descend par le nœud auriculoventriculaire, c'est pour ça que les QRS sont fins, et qui remonte par la voie accessoire, c'est-à-dire exactement comme ça, descendre par la voie nodoïcienne et remonter par la voie accessoire. C'est une tachycardie jonctionnelle orthodromique. Eh bien, avec en plus, si on veut affiner les choses, une onde P' qu'on voit très bien, qui est dégagée au niveau du V1, et lorsqu'on mesure cet intervalle RP', il est inférieur à P'R. Oui, quelques années plus tard, si j'avais cet électrocardiogramme devant moi, je dirais que c'est une voie accessoire, indiscutablement, qui est empruntée par voie rétrograde. Mais ce qui était beau encore dans ce raisonnement, c'est un cardiologue échographiste qui nous faisait mener le raisonnement et il avait tout vrai, tout vrai. Et voici ce qu'on a fait avec la striadine. On a injecté la striadine,
Vous savez que la striadine, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va bloquer la conduction dans le nœud auriculoventriculaire. Et lorsqu'on bloque la conduction dans le nœud auriculoventriculaire, eh bien, on casse la réentrée et on restaure le rythme normal. D'ailleurs, la tachycardie s'est cassée après une onde P. Normalement, on devrait avoir un QRS à ce niveau-là. Et puis, le rythme normal a repris. Mais la striadine ne bloque pas la voie accessoire. La striadine, elle bloque la voie nodoïcienne. Et donc, la dépolarisation atriale va passer obligatoirement par la voie accessoire. Et voici ce qui s'est passé. Juste après, on a un passage exclusif par la voie accessoire avec un hyper supervolf qui devient apparent, et ce wolf, il était entéroseptal. Donc, pour conclure, je vous dirais que c'est vraiment l'observation qui m'a fait aimer la rythmologie. C'est un raisonnement intellectuel qui devrait être fait par tout cardiologue, puisque l'enseignement ici a été fait par un non-rythmologue, et que la rythmologie, ce n'est pas manipuler des cathéters et des sondes, mais surtout raisonner, car la manipulation des cathéters et des sondes, c'est un don. On peut être bon dans la technique ou pas, mais le raisonnement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en rythmologie. Nous devons ces tachycardies, à la compréhension de ces tachycardies, à Feu Wellens, qui s'est éteint cette année. C'est lui qui a décrit ces tachycardies orthodromiques et antidromiques. Et c'est lui qui a permis de comprendre ces tachycardies. Et retenez que comprendre, c'est toujours plus beau et plus fécond qu'apprendre. Je vous remercie. Ça sert à quoi? Sur la première tachycardie, sur la deuxième tachycardie à QRS fin, oui, le massage est intéressant. Abdelhamid, est-ce que c'était pas un petit peu dangereux de mettre la striadine lorsqu'il y avait cette tachycardie orthodromique? Est-ce qu'on n'a pas pu favoriser une fibrillation? Non, honnêtement, non. Chez le sujet jeune, il n'y a aucun problème. Il suffit de donner, tu sais, on le faisait même en consultation parfois. Il suffisait de donner un coup de poing sur le thorax si on a une asystolie pour que les choses redémarrent. C'est plus compliqué chez un sujet âgé, mais chez un sujet jeune sportif, il n'y a pas de problème. Et on avait quand même en arrière-plan une échographie strictement normale. Abdelhamid, j'ai une question pour toi, mais pas cardiologique, qui a dit que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Tout à fait, tout à fait. C'est Marie Curie, Marie Curie. Voilà. Non, écoutez, je pense que c'est une grande leçon parce qu'on est parti d'une erreur en fin de compte. Il ne fallait pas qu'on donne de la flécaïne chez ce malade-là. Maintenant, si un jeune, je le fais, je vais crier. Mais à partir de cette erreur, c'est tout un mécanisme, c'est toute une compréhension d'une tachycardie à QRS large qui était une fibrillation atriale sur un Wolf Parkinson-White qui s'est mise en place progressivement et on a eu toutes les formes antidromiques et orthodromiques des tachycardies du Wolf Parkinson-White en une seule observation. Quel est ton message pour les gens qui nous écoutent quand ils ont une tachycardie large FA sur VPV? Est-ce qu'ils doivent choquer immédiatement ou c'est en fonction de la tolérance? Toujours en fonction de la tolérance. Toujours en fonction de la tolérance. Une tachycardie qui est bien tolérée, elle doit être gérée médicalement, ne pas choquer. Une tachycardie mal tolérée, bien sûr, il faut choquer, il n'y a pas de problème. Si je peux intervenir, alors ça vient vraiment de la part d'un non-rythmologue, donc probablement pas le mieux placé pour en parler, mais j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, un patient qui avait été adressé par le SAMU, qui avait un Wolf Parkinson-White qui était connu, qui avait 40 ans, qui était en excellent état général, et le souci, c'est que le SAMU a voulu lui faire justement de la strialine, et ce patient a effectivement quand même fait un super Wolf, et il a fini en fibrillation ventriculaire. Alors, c'est peut-être l'exemple de 1 sur beaucoup qui finit mal, mais c'est vrai que moi, enfin, en tout cas, des notions que j'avais, encore une fois, non-rythmologue, c'était pour moi, un petit peu comme le professeur Schreiby, j'aurais pensé que c'était vraiment quelque chose de dangereux et plutôt à ne pas faire, même si c'est quelqu'un de jeune, justement, c'est quelque chose qui peut tellement mal finir, même si c'est rare, que j'aurais vraiment réfléchi à 2 fois. Oui, mais la striadine, vous savez qu'on l'utilise
systématiquement lorsqu'on l'a sous la main pour contrôler des ablations de Wolff-Parkinson-White. Parce qu'elle est la démonstration, la striadine, elle est la démonstration que la voie accessoire est coupée parce qu'on injecte, on bloque le nœud et on voit si la voie accessoire qu'on a coupée elle est bloquée ou pas. Et donc, théoriquement, on va avoir des BAV, on va avoir un certain nombre de choses. Mais croyez-moi, je fais de la rythmologie invasive depuis 1994. Je n'ai jamais eu de problème avec la striadine. Bien sûr, il faut avoir un minimum de matériel, il faut savoir choquer, il faut savoir Absolument, faut avoir le matériel. Voilà. Ça- Et j'ai jamais eu de problème avec l'adénosine ou la striadine depuis que j'ai commencé à travailler. Abdelhamid, si tu le permets, une question pas forcément en lien avec ce cas. Quand on voit dans le suivi d'une préexcitation qui disparaît sur le CG, est-ce qu'on doit dispenser le patient d'un suivi? Non, surtout pas. Surtout pas. Vous savez que la conduction rétrograde est pervers. Elle est beaucoup plus résistante que la conduction antérograde et c'est elle qui est responsable de la grande majorité des tachycardies. Au contraire, lorsqu'on voit plus de voies accessoires, à mon avis, ce sont les malades qu'il faut explorer car deux choses, soit que les malades vont devenir très symptomatiques parce que le front de collision de la conduction antérograde a disparu et dans ce cas-là, les malades vont faire beaucoup plus de tachycardie, soit qu'effectivement, ils sont guéris. Et pour attester la guérison, il faut faire une exploration électrophysiologique justement pour étudier la conduction rétrograde. Merci Abdelhamid. Donc, on termine la session rythmo et on passe au suivant qui est Abdelatif Darev. Il va nous présenter un cas, on ne le connaît pas. Il faut savoir qu'on ne connaît pas les cas des patients, hein. On est comme vous, donc on découvre avec vous. À toi Abdelatif. Merci Hassan. Je tiens d'abord à remercier tout le bureau de l'AMCAR, particulièrement Si Saïd, pour m'avoir associé à cette merveilleuse soirée. Je vais vous présenter l'observation de cette patiente que j'ai reçue déjà plusieurs années. C'est une patiente qui était porteuse d'une prothèse mécanique et d'une valvuloplastie tricuspique de De Vega. Je l'ai reçue il y a plusieurs années au cabinet dans un tableau de dyspnée stade 3, dyspnée d'aggravation progressive. Le CG de la patiente ne montrait pas quelque chose de particulier en dehors d'un allongement de PR. L'échographie qu'on a réalisée à l'admission de la patiente montrait une prothèse mitrale bien fonctionnelle avec une fraction d'éjection du ventricule gauche qui était bien conservée. Mais on a aussi retrouvé une plastie tricuspide qui était fonctionnelle puisqu'il y avait une fuite tricuspide résiduelle de grade 2. Et à travers cette fuite, on a pu retrouver une très forte HTAP qui était évaluée à 90 mm à l'époque, avec une dilatation importante des cavités droites, une dysfonction du VD et une surcharge des veines sus-hépatiques. C'est une patiente qui, entre-temps, a bénéficié d'un cathétérisme droit qui a confirmé le caractère fixé de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et à l'époque, on avait mis la patiente sur diurétique forte dose, le Lasix 500, le spironolactone, les inhibiteurs calciques, ainsi que le bêta-bloqueur et bien sûr les antivitamines K. Ce cocktail thérapeutique nous a permis d'avoir une évolution très stable sur plusieurs années, jusqu'en 2019 où la patiente commençait à avoir une aggravation respiratoire. L'échographie a montré une majoration de l'HTAP et de la dysfonction VD, ce qui nous a poussé à rajouter la sildenafil au panel thérapeutique. Et entre-temps, la patiente commençait à développer des râles sibilants et une BPCO, ce qui nous a poussé à arrêter les bêta-bloqueurs. C'est en août 2020 que nous avons reçu la patiente en grande détresse respiratoire. L'examen clinique a montré une diminution du murmure vésiculaire du poumon droit avec un syndrome d'épanchement liquidien de très grande abondance. L'échographie et le CG n'ont pas montré de modification notable. Et à l'admission en hospitalisation, la radiographie faite au lit a montré un aspect de poumon droit. Bien sûr, vu le contexte, on est en août 2020, on a d'abord commencé par éliminer l'infection Covid, la PCR était négative. La biologie a montré une anémie très sévère qui a été transfusée, une hyperleucocytose très importante avec un taux de CRP qui était à 180, témoignant d'un syndrome infectieux très important pour lequel la patiente a été mise sous TNAM. On a réalisé un scanner thoracique. Voici le SCOUT qui montre un épanchement thoracique de très grande abondance qui n'épargne que le quart supérieur du poumon droit. Les fenêtres parenchymateuses n'ont pas montré de lésions particulières. Et dans les fenêtres médiastinales, on a été quand même surpris par la découverte
d'une embolie pulmonaire proximale qu'on n'a pas pu détecter à l'écho parce que la patiente était déjà en forte HTAP. Il n'y avait pas de lésion décelable sur le parenchyme pulmonaire et bien sûr, on voit ici l'épanchement pleural qui était de très grande abondance. Entre-temps, le patient a bénéficié d'un Doppler veineux qui n'a pas révélé de thrombose veineuse profonde ni superficielle. Alors, vu l'aggravation respiratoire de la patiente, elle a bénéficié d'une ventilation non invasive puis d'une intubation. On a switché les antivitamines K en héparine de bas poids moléculaire et on a essayé de réaliser un drainage thoracique, lequel drainage n'a pu ramener que 400 cc de liquide hématique, les draps étant rapidement bouchés par des caillots de sang. La radiographie de contrôle montre, malgré une position correcte du drain thoracique, l'absence d'amélioration de l'aération du poumon droit. On a refait un scanner de contrôle qui, le scout, montrait pratiquement la même chose. Et sur les fenêtres parenchymateuses, vous voyez le drain qui était vraiment en position normale. La patiente continuait à s'aggraver, on était un petit peu bloqué et on avait discuté, on a fait appel à un chirurgien thoracique et on a essayé de réaliser la thoracoscopie, laquelle thoracoscopie, vous voyez là les images, j'espère que ça passe, a montré bien sûr plusieurs brides et un épanchement thoracique de très grande abondance, mais n'a pas pu identifier de lésions parenchymateuses pleurales qui saignaient. Et donc, on s'est contenté de faire un drainage du maximum de liquide avec une ablation de tous les caillots qui étaient présents. Ce drainage nous a permis d'enlever 1500 cc de liquide hématique. C'était suffisant pour créer une amélioration biologique puisque le syndrome infectieux avait bien régressé, une amélioration clinique qui nous a permis d'extuber la patiente, de l'évacuer vers le secteur froid. Et la radiographie du thorax a montré, à notre agréable surprise, une très nette amélioration de l'aération du poumon droit. Et donc, on a essayé de faire l'ablation des drains thoraciques dans la vue de préparer la patiente à sa sortie. Mais 2 jours après l'ablation de ces drains thoraciques, il y a eu rebolote, une aggravation respiratoire très, très importante. La biologie a révélé une déglobulisation importante avec une chute de taux d'hémoglobine qui a nécessité une transfusion et la radiographie du thorax de contrôle qui a montré une très grande récidive de l'épanchement pleural droit. On a dû réintuber la patiente, refaire le drainage thoracique, mais le drainage était toujours un échec, les drains étant rapidement bloqués par les caillots du sang et la patiente a bénéficié de transfusion. À ce stade de l'observation, on était très embarrassés à plusieurs niveaux, puisque d'abord, on était devant un dilemme pour la gestion du traitement anticoagulant. On était tiraillé entre la présence d'une prothèse mécanique, une embolie pulmonaire qui nécessitait une anticoagulation très efficace, et un hémothorax de très grande abondance récidivant qui nécessitait un allègement de ce traitement anticoagulation. Il a été discuté de refaire la thoracoscopie. Le chirurgien était un petit peu réticent. Il a exigé la réalisation d'une artériographie pour pouvoir identifier la lésion saignante avant de refaire une thoracoscopie sur ce terrain très fragile. À un certain moment, on était même allé jusqu'à discuter une chirurgie thoracique à ciel ouvert, à la fois pour l'exploration et pour réaliser une éventuelle hémostase si on identifiait la source. Et c'est à ce moment de l'observation qu'on a été tous vraiment surpris parce que le chirurgien avait la présence d'esprit d'envoyer les caillots du sang et le liquide d'aspiration à l'anapathe, laquelle étude d'anapathe a montré qu'il s'agissait en fait d'une prolifération carcinomateuse peu différenciée. L'étude immunohistochimique a montré qu'il s'agissait en fait d'un adénocarcinome primitif très actif. Malheureusement, nous avons perdu la patiente après une semaine dans un tableau de détresse respiratoire. Il n'existe pas de chiffres dans la littérature quant à la prévalence et l'incidence des cancers au cours des HTAP, mais plusieurs écrits parlent d'une similitude entre les mécanismes de prolifération endothéliale et les mécanismes de prolifération carcinomateuse. On a aussi fait évoquer le rôle mécanique de la distension des artérioles pulmonaires dans la genèse des cellules carcinomateuses et une jungle de cascade de médiation cellulaire qui pourrait favoriser cette prolifération carcinomateuse. De façon plus générale, au décours des insuffisances cardiaques chroniques, l'incidence annuelle de survenue de cancer varie entre 18,9 et 33 pour 1000. Cette incidence très élevée est expliquée par le fait que c'est des patients qui bénéficient d'un suivi médical rapproché,
Il existe parfois des majorations des symptômes par nos thérapeutiques d'insuffisance cardiaque, les diurétiques pour le cancer du prostate, les anticoagulants pour le cancer digestif. L'existence de facteurs de risque communs entre le cancer et l'insuffisance cardiaque, à savoir l'âge et le tabac. On a parlé d'un effet cancérigène des médicaments antisystème rénine-angiotensine digitalique. Et là aussi, on a fait un petit peu intervenir le microstress qui existe dans l'insuffisance cardiaque. Un mot particulier pour les infarctus du myocarde avec insuffisance cardiaque. Cette étude qui a porté sur 1000 malades sur une période de presque 5 ans a montré une différence significative de survenue de cancer chez les malades avec insuffisance cardiaque que chez les malades qui ont un infarctus du myocarde sans insuffisance cardiaque, avec une incidence annuelle qui avoisinait les 33 pour 1000. Et je vous remercie. Merci, merci Abdeltef. Tu as dépassé le temps, mais le cas il était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a des amis qui ont des commentaires. J'ai une question sur le web. Comment vous expliquez l'hypertension artérielle pulmonaire il y a déjà plusieurs années? La patiente a été opérée très tardivement. C'était une HTAP post-capillaire qui a évolué vers le pré-capillaire. Mais après, en post-opératoire, comme je l'ai dit, le cathétérisme droit a retrouvé cette forte HTAP qui était fixée à un caractère pré-capillaire. C'était une post-capillaire qui a évolué vers le pré-capillaire vu l'intervention tardive. Alors, je rappelle que ce soir, on a au moins 4 experts de l'hypertension pulmonaire avec nous. Et l'un des deux Abdeltef, bravo pour cette présentation. Donc, vous avez dû suer avec cette patiente. Mais il y a aussi la participation de la maladie thromboembolique aussi. Effectivement. Je vous signale qu'on a quand même réalisé un Doppler veineux qui n'a pas montré grand-chose. Malheureusement, le hic dans cette observation, on n'a pas pu faire de biopsie pulmonaire ni en in vivo, ni en post-mortem. Il n'y avait pas l'occasion pour le faire. Mais vous avez parfaitement raison, la maladie thromboembolique était parfaitement là. Alors, si vous me permettez, s'il vous plaît. Oui. Allô? Je ne sais pas si… On t'entend. Vas-y, on t'écoute. Parfait. Alors, je reviens. De toute façon, l'observation est extrêmement intéressante. Et donc, l'hypertension pulmonaire ici, c'est une hypertension pulmonaire mixte, donc post-capillaire qui a évolué vers la précapillaire. Mais alors, j'ai une petite remarque, c'est par rapport à l'utilisation de Revasio, donc, qui n'a pas, je pense, à mon sens, d'après les études, il n'a pas de place dans ce type d'hypertension pulmonaire. On n'est pas dans l'hypertension pulmonaire du groupe 1, on est plutôt du groupe 2, qui est assez avancé. Et deuxièmement, par rapport au scanner, alors il y a énormément d'artefacts, justement, sur les scanners, et parfois il faut vraiment avoir d'autres éléments pour penser à l'embolie pulmonaire. L'embolie était bien confirmée. Oui. Et effectivement, pour l'évasion, il n'y a pas de preuves cliniques, mais je vous signale que c'est une patiente qui était stable sur plusieurs années, qu'on avait pratiquement épuisé tout notre panel thérapeutique et on a été obligé de mettre quelque chose de plus. Le reste des thérapeutiques, le besançon et le reste, je ne pense pas qu'ils n'ont de place dans ce genre de situation. Justement, le Revasio, il y a eu des aggravations dans ce type d'hypertension pulmonaire. Donc, je peux vous assurer qu'on a quand même pu gagner une bonne année très confortable avec la patiente en ajoutant le Revasio. Hein. Voilà, je crois qu'on doit avancer, hein. N'est-ce pas, Zohair? Oui, tout à fait. Alors, merci à tous, Def. Merci donc, à vous. À notre ami Mustafa Al-Htaoui maintenant. C'est bien ça, oui. Alors, je peux lire un épanchement unilatéral isolé et souvent d'origine pulmonaire. Et il y a aussi, si c'était une HTAP fixée, ça aurait été une hypertension pulmonaire combinée post-capillaire avec résistance pulmonaire élevée. Exactement. Oui. Mais qu'est-ce que ça change la prise en charge de notre patiente? Non, ça ne change rien. Le seul souci, c'est que cette hypertension, elle est existante chez toi sur ton dernière échographie depuis très longtemps et qui n'a pratiquement pas évolué depuis sa chirurgie. Est-ce que tu penses que cette dame avait été opérée avec une HTAP fixée et notamment, elle aurait eu des suites opératoires extrêmement difficiles, alors que c'est une dame qui manifestement a eu des suites opératoires qui n'étaient pas compliquées et qui restaient stables. Donc, en général, ces hypertensions post-capillaires, même quand elles sont tardives,
une fois que les pressions de l'oreillette gauche chutent et que le barrage mitral est ouvert, c'est des gens qui ont des hypertensions qui s'améliorent avec le temps. Je ne sais pas ce que tu penses. Tout à fait. Est-ce que cette hypertension n'est pas corrélée avec cette image d'embolie pulmonaire qui est ancienne? Alors, tout à fait, Zouher. La patiente a quand même été opérée très précocement, des suites simples, ce qui est inhabituel dans les HTAP fixés post-valvulaires. Il y avait probablement, comme l'a dit Saïd, un deuxième mécanisme de l'HTAP associé, une maladie veineuse thromboembolique ou une prolifération artérielle. On est resté sur notre fin sur ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas l'évolution habituelle des HTAP fixés, d'autant plus qu'il n'y avait vraiment pas de dysfonction très importante du côté gauche. Surtout quand la chirurgie se passe bien. En général, ils sont améliorés par une chute brutale des pressions pulmonaires. Mais je suis honnête avec vous, le premier jour que j'ai reçu la patiente, je l'ai reçue avec son cathé droit. Oui, oui. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est juste par rapport au cathétérisme cardiaque dans l'hypertension pulmonaire. En général, il arrive à trancher entre l'hypertension précapillaire et post-capillaire, ou l'association des deux. Mais en général, si on est dans les causes post-emboliques, donc on aura une hypertension précapillaire. Mais à chaque fois qu'on a des résistances élevées associées à une augmentation des pressions… Je peux vous envoyer son compte rendu, si vous voulez. On parlait bel et bien d'une HTAP post-capillaire fixée, irréversible. Voilà, donc post-capillaire, ça veut dire c'est sur ça. Le rétrécissement mitral, c'est surtout ça. Voilà. Voilà. Alors, Saïd, est-ce que vous voyez la présentation?